Alors, bienvenue pour cette deuxième séance du cours consacré aux médias et aux élections, dans le cadre du diplôme universitaire administration des élections de formation continue Paris 1 Panthéon Sorbonne. Alors hier, on a vu en quelque sorte la crise de confiance qui frappait les médias et qui les obligeait à trouver des solutions d'adaptation. On a vu aussi que les médias qui ont été parfois, dans certains contextes politiques, souvent en dépendance par rapport au pouvoir, finissaient par être dépendants d'abord de leur propre modèle économique reposant sur l'audience et aussi parfois des pouvoirs économiques. Néanmoins, la dépendance vis-à-vis des autorités politiques semblait s'être relâchée. Ces bouleversements intervenus récemment ne sont pas les seuls. Et parmi les autres auxquels il faut que nous nous consacrions, il y a bien entendu celui qui a été instauré par l'apparition d'Internet. Les nouveaux médias, qui sont apparus à la fin des années 90, mais se sont véritablement démocratisés pendant la période des années 2000, ont provoqué dans le public, mais aussi chez les politiques, de nouveaux usages qu'il va nous falloir étudier aujourd'hui. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que, en plus des médias traditionnels maintenant, il y a des médias qui ne le sont pas et qui sont purement nouveaux. En fait, ce qu'Internet a apporté, pour résumer, au monde, c'est la possibilité à chacun de devenir un média à part entière, ou du moins de disposer de son propre média. Il y a un certain nombre de théories qui ont été développées à partir de l'apparition d'Internet, même pour essayer de faire de ce nouvel instrument une forme de remède, on va dire, aux maux qui frappaient la démocratie. Alors je pense en particulier à tout ce qui était crise de la représentation, distance de plus en plus grande, pour ne pas dire fossé, qui relève presque dans ses dimensions du canyon, entre les politiques d'une part et la population de l'autre. Alors tout d'un coup on s'est dit, voilà un instrument qui finalement a une logique très horizontale puisqu'elle met tous les citoyens sur le même plan, y compris ceux qui exercent des mandats ou des fonctions de gouvernance. Voilà donc quelque chose qui ressemble beaucoup un peu au modèle de fonctionnement de la démocratie participative. Et en plus de ça, le propre de cet outil, c'est justement qu'il permet à la population de participer. Ça, je dirais que c'est un petit peu au niveau macro ce qu'on s'est dit. Alors moi, je me souviens, parce que j'ai participé à l'époque, de colloques, on avait eu à l'Assemblée, on avait eu au Sénat, avec des sujets du type, est-ce que Internet est la nouvelle agora, est-ce qu'Internet est le remède à la crise de confiance dans la démocratie. On avait, pour certains, à l'époque, de très grands espoirs dans l'outil Internet, ce qu'on va étudier aujourd'hui avec beaucoup plus d'années de recul, quasiment 20 ans, même un peu plus. Enfin, ouais, moi, ça fait depuis 1994 que je m'intéresse à Internet et à ses usages, essentiellement dans le domaine politique, mais pas seulement. Donc, maintenant, en 2017, je bénéficie d'un certain recul qui va permettre de nuancer un certain nombre de propos qu'on pouvait tenir à l'époque. Toujours est-il que si on s'en tient simplement à un certain nombre d'aspects particuliers de la démocratie, et notamment à ce qu'on a évoqué le mois dernier en parlant des standards européens en matière d'élection et du socle commun dans lequel ils sont racinés, il y avait des libertés fondamentales. Et alors, de ce point de vue-là, les libertés fondamentales comme celle d'expression, comme celle d'accès à l'information ou comme celle d'association, ont bien entendu été renforcées par l'apparition d'Internet. Il est beaucoup plus facile d'accéder à l'information que ça n'était le cas avant. D'abord parce que les coûts d'accès sont moins chers, en plus de ça qu'on a accès à une information aussi plus diversifiée. Et pour ce qui est de la liberté d'expression, bien entendu dans la mesure où chacun a la possibilité de s'exprimer, les hommes politiques, les candidats, les partis, mais aussi les citoyens, ont, grâce à Internet,
de nouveaux moyens à leur disposition pour présenter leurs idées, leurs programmes, débattre, discuter. Donc sur le plan de la liberté d'expression, peut-être qu'Internet semble être un progrès. Troisième, la liberté d'association. Rien n'est plus facile, en particulier depuis que toutes les technologies de mise en relation qui se sont développées à partir du Web 2.0, c'est-à-dire dans les années 2003, sont devenues plus accessibles, faciles à mettre en œuvre qu'elles ne l'étaient avant, ce qui a permis de créer des réseaux sociaux, créer des communautés, des plateformes, des groupes, tout ce que vous voulez, mais qui permet justement de soutenir des démarches de mobilisation. Et alors en particulier dans les campagnes électorales, les démarches de mobilisation, les démarches qui relèvent de la liberté d'expression et celles qui relèvent aussi d'une logique d'accès libre à l'information, elles sont forcément favorisées par l'existence d'Internet. Mais si on se place cette fois-ci simplement du côté des médias et qu'on essaye de regarder quels sont les bouleversements que eux ont connus, eh bien, on va être frappé de voir que la prolifération des acteurs nouveaux susceptibles de produire eux-mêmes de l'information a été vécue forcément comme une forme de concurrence. Si vous voulez vous représenter un petit peu de façon très synthétique, parce que je ne peux pas y passer des heures, la situation que connaissent les médias à partir du moment où Internet apparaît, il faudrait peut-être aller trouver du côté d'Edgar Morin et d'un ouvrage assez peu lu d'Edgar Morin, mais pourtant fondamental, qui est en 3 tomes, qui s'appelle La méthode, dans lequel vous avez la nature de la nature, la connaissance, la vie de la vie et la connaissance de la connaissance. À l'intérieur de cet ouvrage, Edgar Morin déploie la nécessité d'un nouveau paradigme, qu'il appelle le paradigme de complexité. Et pour lui, ce paradigme de complexité, ça consiste à appréhender les choses et la réalité, non pas en la simplifiant, non pas en essayant de remonter à des éléments, non pas en essayant de faire du réductionnisme, mais en l'approchant dans sa globalité, en comprenant que tous les éléments au sein d'un système entretiennent des rapports de complexité. Et il définit cette complexité comme des relations de concurrence, de contradiction et de complémentarité. Ça décrit très bien que ce ne soit pas du tout créé ce concept de complexité ou de paradigme de complexité pour décrire la situation des médias, ça décrit très bien la situation dans laquelle les médias traditionnels se trouvent au moment où Internet apparaît. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils sont, avec ces nouveaux médias, dans une situation de contradiction. Pourquoi contradiction ? Parce que les nouveaux médias qui apparaissent se revendiquent de ce que l'on peut appeler déjà une forme de cyberculture, et la cyberculture, c'est une contre-culture. C'est quelque chose qui se positionne contre les institutions, avec une volonté de reprise de l'initiative et du pouvoir par les citoyens et la société civile. Du coup, les médias apparaissent pour les premiers pionniers de l'information pure player sur le net, comme les dinosaures d'un ancien monde. Et ils vont chercher, eux, à inventer de nouvelles formes d'information. Une information indépendante, une information libre, une information horizontale, peut varier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces initiatives, comme par exemple le réseau Indymedia, qui était un réseau global, mais cherchant à mettre en place des espèces de médias citoyens au niveau des villes, donc cette fois-ci au niveau local. C'était parmi toutes les initiatives qui ont pu naître justement fin des années 90, début des années 2000, une des plus emblématiques de cette volonté de substituer à un système des médias reposant soit sur des grands groupes, soit sur un adossement à la puissance publique, un système qui, lui, reposerait directement sur les citoyens. Avec une dimension d'ailleurs extrêmement critique des médias traditionnels eux-mêmes, que l'on pouvait voir systématiquement aussi bien dans le choix des sujets. Sur les médias indépendants, on ne parlait pas des mêmes sujets, on cherchait à en aborder d'autres. Il y a eu beaucoup de connexions entre ces nouveaux médias naissants et ce qu'on a pu appeler les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui vont vous alerter sur un sujet dont les médias généralistes ne parlent pas. C'était aussi
la volonté de se dire que chacun, à partir du moment où il sait écrire, est capable de devenir un journaliste et de produire de l'information. Et cette situation de contradiction, les grands médias l'ont éprouvé pendant très longtemps jusqu'à arriver à dessiner peu à peu un modus vivendi avec les nouveaux acteurs. Mais je reviendrai dessus après. Concurrence. Concurrence parce que justement, ces nouvelles sources d'information, elles trouvaient elles aussi un public. Elles étaient même capables d'en capter. Éventuellement de vous priver, vous, médias généralistes, d'une partie de votre audience. Alors bien entendu, au début de l'Internet, tout ceci était relativement marginal. En revanche, le problème, c'est que ça prenait très bien dans une élite relativement instruite, urbaine, qui pouvait jouer un rôle très fort de prescripteur et de leader d'opinion auprès de son entourage. Donc, il y avait, parmi l'élite passionnée par habituellement les articles du Monde ou ayant LCI en fond sonore dans ces années 2000, début des années 2000, fin des années 90, pendant à peu près toute la journée, beaucoup de gens qui tout d'un coup étaient tentés d'aller voir vers ces sites d'information alternatifs qui se montaient. D'autre part, la situation de concurrence, elle s'est vue aussi, par exemple, lorsque, au milieu des années 2000, les politiques se sont dit, tiens, à partir du moment où il existe d'autres types de gens qui informent, comme ces blogueurs un peu stars que l'on voit partout, pourquoi est-ce qu'on ne les traiterait pas comme des journalistes et pourquoi est-ce qu'on ne les inviterait pas dans les conférences de presse? C'est ce qui s'est passé de façon relativement systématique. Et vous voyez par exemple, un certain nombre de médias ont connu d'ailleurs une réussite fulgurante. On va en citer un seul, c'est le Huffington Post. Au départ, vous avez une personne qui est à l'initiative de ce nouveau média, qui est Arianna Huffington, et petit à petit, en agrégeant d'autres plumes que la sienne, elle va arriver à mettre en place un média qui va devenir un média de référence, jusqu'à d'ailleurs être parfois, dans certains pays, racheté carrément par des grands groupes de médias. Ce qui est le cas en France, où le Huffington Post a été racheté par un grand groupe de médias. Cette situation de concurrence, elle s'est aussi doublée d'une situation de complémentarité. Parce qu'on s'est rendu compte que la façon dont les blogueurs, par exemple, ou les nouveaux médias abordaient les sujets, pouvait très bien être complémentaire de la façon dont les médias les abordaient eux-mêmes. Ce qui est intéressant à voir, c'est que, comme le disait Joël de Ronet dans un ouvrage paru, si ma mémoire est bonne, en 2003, qui s'appelait La révolte du pronétariat, joli jeu de mots sur prolétariat et Internet, ce qui se passe à ce moment-là, c'est une véritable révolution pour les médias. Pourquoi? Parce que, reprenons d'ailleurs une terminologie relativement marxiste, Joël de Ronet dit qu'on passe des médias de masse aux médias des masses, que l'on passe aussi à un stade nouveau de l'information qui se caractérise par une remise en cause du, je le cite, capitalisme de l'information, et que du coup, cette information, elle n'est plus entre les mains de quelques-uns. C'est un des premiers sens de ce terme de capitalisme de l'information. Elle n'est plus non plus simplement aux mains des grands groupes économiques. C'est le deuxième sens de ce terme de capitalisme de l'information. Mais elle est maintenant aussi entre les mains de ceux qui vont, grâce au net, détenir les moyens de production de l'information. La révolte du pronétariat que décrit Joël de Ronet et qui se passe fin des années 90, début des années 2000, elle consiste avant tout dans une forme de réappropriation par le peuple des moyens de production de l'information. Cela a débouché sur la naissance de nombreux médias citoyens collaboratifs. Et d'ailleurs, de Ronet en avait créé un avec Carlo Revelli. Il avait été à l'origine d'Agoravox, une plateforme de journalisme participatif et collaboratif, qui ensuite est rentrée, elle aussi, dans le giron d'un grand groupe de médias. On aura donc tendance, dans ces années-là, à considérer même
pour certains que les médias traditionnels sont morts. Il y a un auteur américain qui s'appelle Danny Schechter qui écrit un bouquin qui s'appelle tout simplement The Death of Media, la mort des médias, dont le sous-titre est aussi The Fight to Save Democracy. Parce que la mort de ces médias traditionnels et à la réappropriation par les citoyens eux-mêmes des moyens de production de l'information lui semble être une démarche beaucoup plus démocratique que ne l'est l'existence des médias traditionnels. On retrouve un peu cette idée avec une affirmation moins tranchée de la mort des médias traditionnels dans le bouquin de Dan Gilmore qui s'appelle, lui, We the Media, nous les médias, dont le sous-titre est là encore assez évocateur puisque c'est Grassroots Journalism by the People for the People. Donc un journalisme qui partirait vraiment de la base, des racines même de la société civile, qui serait fait par le peuple et pour le peuple. Donc vous voyez combien on voit aussi, c'est la puissance du mythe technologique, dans l'apparition de ces nouveaux médias Internet, un moyen de revivifier la démocratie. Ça aurait également une conséquence intéressante, parce que tout le monde ne produit pas du contenu. Mais tout le monde est susceptible de le lire, et tout le monde est susceptible aussi d'échanger à son propos et de le commenter. Et à partir du moment où ces fonctionnalités de commentaires commencent à être offertes au public, de commentaires, et je devrais rajouter aussi de partage, on assisterait à une espèce de glissement. Glissement de quoi? Du pouvoir. Glissement du contrôle, même social. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des médias qui observaient le monde et qui publiaient, et ils étaient censés publier à destination d'une foule qui, bouche bée, gobait tous ces messages, enfin tous leurs messages, puisque je parlais des médias. Et maintenant, ce qui deviendrait véritablement important, ce seraient justement les échanges que les citoyens ont à propos des contenus médiatiques, les échanges même de contenus médiatiques, c'est-à-dire une consommation sociale de l'information qui deviendrait de plus en plus importante. Alors, un bémol tout de suite. La consommation sociale de l'information, ça a toujours existé. Il suffisait d'aller au bistrot, à la cantoche de l'usine ou à la machine à café. On parlait de quoi? Du journal télévisé de la veille, de ce qui avait eu lieu, de ce qu'on avait lu dans tel ou tel article. Je remonte pas très loin, parce que sinon la consommation avant de l'information aurait été encore plus sociale, puisqu'on avait une lecture publique des journaux, dans les cafés par exemple. Donc ça a toujours existé, cette consommation sociale. En revanche, il y a une différence. C'est que ce qui se passait dans l'espace semi-privé de la cantoche de l'usine, ou du bistrot, du cercle d'amis, de la famille, ça n'était pas observable. Maintenant, ceci se passe sur une plateforme où les écrits restent, où ils peuvent se rediffuser, se propager à vitesse grand V, et surtout ils sont accessibles à tout le monde, y compris au pouvoir public. Avant, il fallait envoyer les renseignements généraux, la police politique, traîner dans les cafés pour savoir ce que les gens disaient, discrètement. Alors, le type qui arrivait dans le bistrot, on l'avait jamais vu avec son impair et compagnie. Ça faisait un petit silence, tout le monde se regardait, c'est quoi ça? On continuait à discuter. Ou alors, ça c'était si on était dans un pays pas forcément de type régime autoritaire. Si le régime était plus autoritaire, on se taisait et on changeait de sujet. Maintenant, au contraire, on clame, on proclame, et tout se retrouve facilement accessible en ligne. Alors du coup, pour ces théoriciens comme Gilmore ou Schechter, il y a eu un transfert du pouvoir. Parce que ce ne sont plus les élites productrices d'informations, qu'il s'agisse des sources ou des journalistes, qui auraient le pouvoir, mais le pouvoir serait chez ceux qui commentent et mettent en avant leurs commentaires directement, et influencent ainsi par leurs réactions les décideurs et les journalistes. Bon, tout ceci est bien joli. C'est certes, avec l'avènement de l'Internet, une espèce de changement profond dans la mesure où on passe d'une logique
d'information et de communication qui serait, comme on le disait hier, assez top-down, je vais du haut vers le bas, une communication donc beaucoup plus descendante, où l'audience compterait et où la valeur de l'information serait garantie par le professionnalisme de ceux qui l'exercent. Et de l'autre côté, grâce au net, on aurait une communication plus ascendante, bottom-up, ou alors complètement déconnectée d'un sens véritable et horizontal qui ruisselle partout. Ce qui compterait, ce ne serait pas l'audience, mais la réputation que vous avez acquise au sein de la communauté. Donc, est-ce qu'on vous estime comme une source de confiance, une source fiable? Est-ce qu'on a envie de vous suivre ou pas? Et du coup, la valeur de l'information ne reposerait pas non plus sur du professionnalisme, mais sur une forme de transparence, d'honnêteté, qui passerait avant tout par ce que l'on appelle, mais qui est difficilement observable et mesurable, la sincérité. Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on assiste à une forme de basculement du centre de gravité du paysage médiatique. À tel point que, il y a bien longtemps, c'est-à-dire en 2006, j'avais fait une petite étude, c'était l'époque où je m'éclatais sur les cartographies des réseaux, avec des outils très compliqués à mettre en œuvre, à utiliser, qui vous permettaient de savoir sur un corpus donné qui était en relation avec qui avait le plus d'importance, tout ça en mesurant le nombre de liens entrants vers les plateformes. Donc, truc compliqué. Et donc j'avais étudié à l'occasion des élections de mi-mandat de 2006 aux États-Unis la façon dont les républicains et les démocrates fonctionnaient en réseau. Et on s'apercevait d'une chose, c'est que les sites les plus importants à l'époque, pour les démocrates comme pour les républicains, n'étaient pas tant les sites du parti, DNC ou GOP, n'étaient pas non plus les sites des médias traditionnels type Washington Post, New York Times ou CNN, mais c'était devenu des blogs qui avaient pignon sur rue, qui avaient su se bâtir une reconnaissance au sein de chacun des réseaux. Et donc, par exemple, je vais prendre juste le côté démocrate, le blog qui faisait véritablement référence à cette époque, il existe toujours aujourd'hui, c'était Daily Kos, donc Daily et Kos, K-O-S. C'était finalement le point le plus important, le site le plus important à l'intérieur de tout le réseau, de toute la galaxie ou de toute la blogosphère, comme vous préférez, démocrate de l'époque. Et donc, cette particularité, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un site de médias traditionnels, il ne s'agissait pas d'un site de parti politique, mais d'un site indépendant, de quelqu'un, au départ, qui s'était adjoint quelques autres rédacteurs qui avaient bien entendu une sensibilité démocrate, mais qui n'étaient pas contrôlés par l'appareil. C'était la même chose du côté des Républicains, avec cette fois-ci un autre site qui était assez important, en l'occurrence Instapundit, et on assistait à peu près à la même chose. On a donc un déplacement du centre de gravité, ça c'est certain. C'est la première conséquence du bouleversement. Il va falloir prendre en compte des acteurs nouveaux. Et alors, pour nous autres, en particulier quand on est en mission d'observation électorale et avec une mission de média monitoring, comme il y en a de plus en plus, on s'est tous rendu compte que c'était parfois ce type de site qui posait le plus de problèmes. Pourquoi ? C'est assez simple. Ce sont souvent des sites amateurs, avec des journalistes, entre guillemets, amateurs, qui sont souvent plus militants que journalistes, ce qui n'est pas forcément gênant en soi, mais ce n'est pas forcément gênant en soi s'ils ont quand même une formation journalistique qui leur a fait rencontrer un certain nombre de méthodes de vérification de l'information, qui leur a appris ce que c'était qu'une info et comment on la constituait, comment on faisait pour croiser ses sources afin de vérifier, et puis
des instances qui leur ont fait un petit peu aussi comprendre ce que ça pouvait être que la déontologie de la profession. Alors déjà que la déontologie